On va commencer par une cérémonie d'ouverture. Mais avant ça, je vais inviter Dr Joël Belaïch, qui est notre invité d'honneur, qui est présidente du Collège français de gynécologie obstétrique et qui va nous parler en tant que conférence inaugurale sur l'éthique et l'AMP. À vous la parole, Madame Joël. Bonsoir à tous. Alors, merci à toute la STGO et plus spécifiquement à son président pour m'avoir invité à venir en Tunisie, qui est, comme vous le savez sans doute, la moitié de ma terre natale, et ça nous permet d'être ici avec plaisir. Donc, l'éthique, c'est un sujet difficile parce que le simple mot éthique, déjà, ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Alors, bien sûr, quand on se demande ce que c'est que l'éthique, on peut regarder un dictionnaire, savoir que c'est une partie de la philosophie, que ce sont, pour le dictionnaire Robert, des principes moraux. En gros, l'éthique a plutôt pour but d'indiquer comment les êtres doivent se comporter, mais on sait que les rapports entre le mot moral et le mot éthique sont compliqués, puisque souvent on pense que la morale, ce sont les normes de la façon dont se conduit un individu, un peuple, et l'éthique, c'est plutôt la recherche du bien et un raisonnement conscient, une critique, des réflexions théoriques. Et en fait, la phrase que j'aime le plus, c'est plutôt de dire que l'éthique, c'est de se poser des questions. La morale, c'est d'y répondre. Donc, je vais plutôt vous poser des questions. Avec l'AMP, on le dit souvent, assistance médicale à la procréation, j'ai vu que sur le programme, vous utilisez plus le mot PMA, mais tout est possible. Eh bien, justement, tout est devenu possible, ou presque. Nous le savons, les fonctions parentales peuvent être totalement dissociées. Il peut y avoir 3 mamans, celle qui a donné l'ovocyte, la biologique, la gestante, celle qui a prêté ou donné ou loué son utérus, la sociale, celle qui élève, celle qui se lève la nuit, et puis toutes les combinaisons sont possibles. De même pour le père. Et on voit maintenant, effectivement, une maternité sans ovaire, sans utérus, une paternité sans spermatozoïdes. C'est vrai, mais on sait tous que les limites varient selon les pays. Et que dans un même pays, là aussi, et même selon les époques. J'en veux 2 exemples français récents. Le comité d'éthique, j'étais membre mais de 2009 à 2013. Vous allez voir pourquoi je précise ça. En 2017, le Comité national consultatif d'éthique français a donc rendu un avis défavorable à l'autoconservation sans indication médicale. 1 an plus tard, 2018, il rend un avis favorable. Qu'est-ce qui s'est passé? Les membres ont changé, le président a changé. On peut s'interroger sur une éthique membre dépendant. Ou encore, la loi de bioéthique de 2021 qui a autorisé en France, qui était interdit dans la loi de 2011, la prise en charge des couples de femmes et des femmes non mariées et la fameuse autoconservation. Alors c'est vrai, ce qui est autorisé dans un pays est interdit dans l'autre, et inversement. Il suffit de savoir où s'adresser, mais avec Internet, c'est devenu facile d'en avoir les moyens, ce qui permet aux couples qui le veulent de franchir les frontières, et ainsi est née cette fameuse notion de tourisme procréatif qui est beaucoup critiquée. Et bien sûr, on est obligé de se demander quelle est la pertinence d'une loi qui n'est pas reconnue universellement. Une loi comme « tu ne tueras pas, tu ne voleras pas » est universelle. Mais finalement, est-ce que c'est un mal qu'il n'y ait pas d'éthique universelle? On peut s'interroger. Avec Guido Penning, qui est un éthicien belge, et je pense comme lui que les disparités, on sait pourquoi il y a des disparités entre nos pays. C'est en général, elles reposent sur les religions et sur des traditions différentes. Mais s'il y avait une religion unique, s'il y avait une tradition et une éthique unique, obligatoirement, ce serait celle du plus petit dénominateur commun. Donc finalement, on peut se dire que le fait qu'il n'y ait pas d'universalité de l'éthique peut donner aux couples de certaines façons d'avoir le respect de leur autonomie. Alors, pourquoi parler d'éthique et d'AMP? L'AMP, c'est finalement une technique assez récente. C'est seulement en 1978, 44 ans, la naissance du premier bébé éprouvette en Angleterre. Mais c'est une technique qui a évolué très vite. Elle a été conçue pour les infertilités tubaires, et maintenant on fait très peu d'infertilité tubaire en filles. On fait surtout de l'infertilité masculine, des inexpliquées, des endométrioses, bien sûr, les dysovulations, les fausses couches à répétition. Les techniques, quand on se rappelle les laparotomies d'Edouard Steptoe, nos premières cystoscopies à Béclair, avec Hervé, puisqu'il est dans la salle. Et puis on est passé très vite aux ponctions, à la ponction transvésicale, à la ponction pérurétrale, pour arriver à la ponction transvaginale. Les techniques biologiques ne sont pas en reste, entre l'ICSI, l'IMSI, la vitrification. Mais celles qui nous posent vraiment problème, ce sont les évolutions sociétales. C'est toutes ces nouvelles parentalités, le don d'ovocytes, de sperme, don d'embryons, que la France appelle assez hypocritement
accueil d'embryons, la gestation pour autrui, l'homoparentalité, l'autoconservation ovocytaire, et c'est cette évolution rapide qui soulève tant de problèmes éthiques. Alors, si on cherche ce qu'est l'éthique clinique, c'est la recherche du bien, comme on l'a vu au début, et avec 4 principes. Le respect de l'autonomie en matière d'AMP, c'est assez facile, de donner l'information, de vérifier qu'elle est comprise, de vérifier que la personne est capable de décider. En AMP, il y a un couple, un homme, une femme et un enfant. Donc, il faut aussi toujours penser à l'enfant. Non, malfaisance, la même chose. Quasiment infernal. Et la justice, c'est l'égalité aux soins. Alors, j'ai choisi de vous poser, pour répondre à la question du président, quelques questions éthiques et quelques réponses. La première question pourrait occuper toute la soirée, mais j'ai décidé de ne la faire qu'en une seule diapositive. C'est le statut de l'embryon. Qu'est-ce qu'un embryon ? Et on voit bien dans nos patients, ceux qui acceptent de donner leurs embryons restants après congélation, que tout change selon la notion de statut. Soit c'est quelques cellules, et là, ces couples-là acceptent de donner leurs embryons. Soit c'est un être humain, c'est un futur enfant. Et dans ces conditions, il est impossible de sélectionner un embryon, impossible de le détruire, impossible de le donner. Le CCNE, en France, en 1984, lorsqu'il venait d'être créé, a rendu dans son premier avis une idée assez sage que je recommande parce qu'elle est peut-être ambiguë, mais elle est quand même très facile à utiliser. C'est une personne humaine potentielle. Ce n'est pas une personne humaine, ce n'est pas une chose, ce ne sont pas des cellules, personne humaine potentielle. Alors, autre question éthique, pour ne pas passer la soirée sur l'embryon, ce sont les limites de la prise en charge en AMP. Est-ce qu'il doit y avoir des limites à la prise en charge d'une maladie? L'infertilité est une maladie, c'est clairement défini par l'OMS. Limite médicale, nous allons tous dire dans la salle bien sûr que non. On prend en charge bien sûr un grand fumeur s'il a un cancer du poumon, on prend en charge une cirrhose même si c'est ou un cancer du foie d'un grand alcoolique. Oui, mais ce n'est pas vrai dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on ne va pas considérer de la même façon un infarctus chez un homme de 95 ans qui arrive en réa, il ne sera pas pris en charge de la même façon que celui de l'homme jeune de 60 ans. Nous le savons tous. Et les limites sociétales, elles aussi, est-ce qu'elles sont éthiques? Tout dépend de quel côté on se place, du côté de la société, du côté de l'individu. Et puis en France, on a une spécificité qui paradoxalement complique encore les choses, c'est la prise en charge à 100% de toutes les techniques. Alors, il y a de multiples questions, en fait, à toutes les questions sous-jacentes aux interrogations que je viens de vous faire. Qui sommes-nous? Est-ce que le médecin est un simple prestataire de service? Devant nous, il y a le patient, il veut un enfant. OK, nous sommes là pour obéir, ou on a le droit ou le devoir de s'interroger. La clause de conscience, qui est évidente en matière d'interruption de grossesse, par exemple, est-ce qu'elle a une place, une clause de conscience, quand un couple vous demande un enfant? Est-ce qu'on peut concilier la justice, la liberté, l'autonomie et le primum non nocere? Et puis le sort de l'enfant à naître. Bien entendu qu'il faut toujours s'en préoccuper. Mais comment peut-on savoir, et qui peut savoir quel sera le réel sort de l'enfant à naître? Alors il y a quelques réponses médicales, mais il y a beaucoup plus d'interrogations. Et la fin, finalement, c'est qu'on y répond en colloque singulier en général. L'intérêt de l'enfant. Je soulève le problème parce qu'on en met toujours une tartine, c'est le moins qu'on puisse dire, sur l'intérêt de l'enfant. Regardez les Task Force de 2007 déjà. Quand le niveau de l'enfant, la prédiction du niveau de bien-être de l'enfant est estimé en dessous du standard. Mais c'est quoi un standard? Quand on pense qu'il y a un sérieux risque de préjudice, le médecin a l'obligation de refuser de participer au projet parental. Sauf que, quelques années plus tard, en 2015, on reconnaît que bien, c'est un concept très significatif, c'est très joli le bien-être de l'enfant, sauf qu'avant qu'il ne soit né, c'est quasiment irréalisable en réalité. La notion d'âge en AMP est une notion qui est souvent évoquée, mais qu'on aborde rarement sur le plan éthique. Et pourtant, est-ce qu'il y a un âge pour procréer? Mais qui doit décider? Et pourquoi en spontané, l'homme, surtout parce que la femme n'a pas trop le choix en spontané, peut faire ce qu'il veut et pas en AMP? Nous le savons tous, le désir tardif d'enfant, c'est devenu un phénomène de société, mais pas que chez la femme, chez l'homme aussi. Nous savons tous aussi que faire face en essayant d'informer, ça ne marche pas. Donc, il fallait savoir jusqu'où aller. Eh bien, en France, le praticien n'a plus à réfléchir. Vous le savez peut-être, mais jusqu'à l'an dernier, à la loi du 2 août 2021, l'AMP était prise en charge à 100% pour la femme jusqu'à l'âge de 43 ans, mais si elle faisait une AMP après, elle était simplement payante. Et il n'y avait aucune limite pour l'homme. Depuis le 2 août 2021, il est interdit de faire une ponction à partir du 43e anniversaire. Par contre, faire un transfert jusqu'à 45 ans. Mais attention,
le ou la conjointe, puisque maintenant il y a aussi la conjointe, doit avoir moins de 60 ans. Donc nous n'avons plus à réfléchir. Bon, c'est une autre alternative. Le don d'ovocytes, c'est une alternative pour pallier au vieillissement et au désir d'enfant tardif. Mais vous le savez, regardons ce qui se passe. Il est autorisé anonyme, gratuit, confidentiel chez nous, anonyme, payant, rémunéré en Espagne, non anonyme possible en Belgique, non autorisé chez vous. Où est la vérité? Et y a-t-il une vérité d'ailleurs? L'autoconservation ovocytaire, c'est une façon de lutter contre le désir d'enfant tardif, ou plutôt contre l'absence de grossesse en cas de désir d'enfant tardif. Mais là encore, il y a plein de problèmes médicaux, et depuis plus de 20 ans, elle est faite donc pour les pathologies malignes, non malignes, mais avec un traitement potentiellement stérilisant, l'insuffisance ovarienne. Par contre, le fait qu'une femme jeune, qui n'a pas rencontré celui, parfois celle avec qui faire son enfant, veuille conserver ses ovocytes, là, pose vraiment problème sur le plan éthique. Et pourquoi? Parce que ça a eu tant de problèmes. C'est ce que Guido Penning disait en disant, eh bien, on a l'impression que la morale, et non pas l'éthique, dit dans un cas c'est bien, c'est pour préserver contre le cancer, dans un cas c'est mal, c'est juste parce que c'est un désir comme ça. C'est aberrant, la médecine passe son temps à lutter contre la nature. Et de toute façon, la limite entre le médical et le non médical, bien plus d'arguments pour l'autoconservation. D'ailleurs, chez nous, c'est enfin autorisé dans des réserves, seulement dans les centres publics et dans les centres publics autorisés depuis l'an dernier. En France, mais d'après ce que j'ai compris, c'est en train d'arriver en Tunisie aussi, toutes les études ont bien montré que la raison pour laquelle les femmes s'orientent vers la congélation, c'est parce qu'elles n'ont pas trouvé de partenaire. C'est pas parce qu'elles veulent faire carrière. Ça, c'est une histoire qu'on peut mettre derrière nous. Mais par contre, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'il y a une conséquence qu'on n'avait pas vu venir de l'émancipation des femmes, du fait que les femmes font de plus en plus d'études, c'est qu'on a créé une nouvelle catégorie de femmes qui sont plus éduquées, mieux placées socialement que les hommes, qui gagnent plus d'argent que les hommes. Et c'est ça qui est en train d'arriver partout, et en France c'est clairement arrivé, c'est que, et là j'ai traduit intégralement Penning, alors que la préservation va rétablir l'autonomie reproductive, ça ne va pas résoudre tous les problèmes sur le plan social. Sur le plan éthique, l'autoconservation pose peu de problèmes. La seule chose, c'est qu'il faut que ce soit offert à tous. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes le font. Et la seule question, c'est comment l'autoriser sans l'encourager. Oui, mais voilà. L'éthique revenant partout, maintenant aussi c'est revenu. L'autoconservation, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, les études actuelles montrent que finalement, il n'y a pas tant de femmes qui reprennent leurs ovocytes. Et l'étude israélienne est assez claire. Merci beaucoup. Pourquoi elles ne le reprennent pas? Pour 40%, parce qu'elles ont conçu spontanément, tant mieux, c'est ce qu'on voulait, mais pour 41%, parce qu'elles n'ont pas de partenaire. Et donc, les nouvelles questions éthiques sur l'autoconservation, ça n'est plus faut-il l'autoriser, que faut-il en penser, c'est fallait-il promouvoir cette technique pour peu de retours dans les études publiées? Là, je crois que la réponse est facile. Le délai d'analyse est trop court et le bénéfice, il est évident pour les femmes, et toutes les femmes qui l'ont fait nous le disent. Comme je suis plus tranquille maintenant dans mes relations avec les hommes, je ne vois pas dans chaque nouvel mec que je rencontre, est-ce qu'il va être un futur père possible ou pas? Et pour la société, et donc éthiquement, là, tout le monde est gagnant, parce qu'il y aura moins de demandes de dons d'ovocytes et plus d'ovocytes à offrir. L'âge de l'homme est aussi un problème qu'on envisage souvent sur le plan médical et beaucoup moins sur le plan éthique. Et pourtant, c'est vrai que les paternités sont possibles à tout âge sans passer par l'AMP. Sauf que un homme plus âgé, pour être fertile, nécessite une femme, bien sûr, plus jeune. Et que si on prive l'homme, comme on l'a fait en France, finalement, c'est la pénalisation de la femme. La question médicale, elle est facile sur l'âge de l'homme. C'est reconnu désormais, il y a une chute de la fécondité, il y a une augmentation des soucis pour l'enfant, pour la femme. Mais sur le plan éthique, là, les choses se compliquent sérieusement. Si on reprend les 4 principes, respect de l'autonomie, un homme de 61 ans qui veut un enfant, en général, il a bien réfléchi au problème. Il sait son risque de mort avant que son enfant n'ait grandi. Est-ce qu'il sait les risques pour l'enfant? La réponse est non. Chaque fois que je pose la question à des hommes devant moi, c'est systématiquement « mais non, il n'y a aucun risque. Je ne suis pas une femme, il n'y a pas de trisomie 21. » C'est faux, il y a de la trisomie 21. La bienfaisance. Ah, alors c'est facile, on va satisfaire le désir de l'homme, qui est en général celui de la femme, mais pour l'enfant, la question reste complètement posée. La non-malfaisance, c'est la même chose. L'enfant, alors il y a une augmentation de toutes les pathologies, bien sûr, en valeur absolue faible, mais est-ce que nous sommes non-malfaisants en satisfaisant cette demande? La question reste posée. Et la justice, c'est difficile, une variation de culture d'un pays à l'autre. Est-ce qu'on a le droit de juger? Bon, la réponse évidente est non, mais est-ce qu'on a le droit d'oublier l'enfant? La réponse évidente est également que non. Alors, comment s'en sortir? Bien justement, c'est ça l'éthique, et c'est quand même plutôt compliqué. Alors,
Il y a quelques réponses. En France, depuis 2011, donc c'est la loi précédente, on avait déjà une réponse. Le médecin a le droit de ne pas mettre en œuvre l'AMP quand on pense, après concertation avec l'équipe, qu'il vaut mieux attendre. L'Échereux a répondu exactement de la même façon. Mais attention, il faut éviter l'arbitraire et il faut être sûr qu'il y a un préjudice sérieux pour l'enfant à venir. Et on retombe dans ce que je vous ai dit au départ, comment être sûr du préjudice sérieux. Les limites particulières, c'est l'homoparentalité, autorisée dans certains pays, ne l'est pas dans l'autre, mais c'est quand même une infertilité finalement sociétale, non médicale. La réponse est variable suivant les pays. La SRM aux États-Unis a répondu qu'il y avait obligation éthique à traiter toutes les personnes, quel que soit leur statut. Et en France, ça n'est pas le cas. Chez vous non plus, je crois. Et nous, jusqu'à la loi, on avait « Vive les bébés Thalys », les femmes françaises, les couples de femmes allaient en Belgique. En 2021, on a autorisé pour les femmes, enfin c'est une vraie fausse autorisation parce qu'il n'y a pas de sperme à donner, et on n'a rien autorisé de toute façon pour les hommes. L'absence d'utérus, là on n'est pas dans l'infertilité sociétale, on est dans une infertilité médicale. Et c'est clair que, à défaut de greffe d'utérus, qui reste quand même assez expérimentale, clairement la GPA médicale reste une seule solution. Elle est défendue par un certain nombre de médecins, néanmoins, elle reste strictement interdite en France. Et toutes ces réflexions, pour conclure, nous amènent obligatoirement à quel est notre rôle. Une phrase de Frédéric Dreyfus-Neckler, qui est une juriste éminente, qui était membre du comité d'éthique, doit nous obliger à réfléchir. Le médecin est à la fois au service du projet parental, là on est tous d'accord, et à celui de la société, pour que ce projet se réalise conformément à ce que la société souhaite. Et là, on peut peut-être discuter. Bien sûr, on entend toujours dire que s'il n'y avait pas ce projet de la société qui doit être respecté, alors on aurait n'importe quoi. La boîte de Pandore serait ouverte et tout serait fait. On peut répondre qu'il peut y avoir une loi. Mais alors justement, et pour terminer, faut-il des lois? Nous avons à peu près dans tous les pays désormais des lois sur la bioéthique. Je vous signale que dans le reste de la médecine, il n'y a pas de loi. Et que ça ferait beaucoup rire nos collègues orthopédistes ou nos collègues gastro, peu importe, si on leur dit « on va vous faire une loi pour vous dire ce qui est bien et ce qui est mal ». Louise Braun, 78, 44 ans, 8 millions de bébés. C'est une technique médicale de routine. On est dans l'ère de la certification, sans arrêt, de tout ce que vous voulez. Il n'est pas question de prendre en charge une femme, un couple de femmes, un couple hétéro, sans réflexion médicale, sans analyser le bénéfice-risque. Mais est-ce qu'il faut toujours une loi? Alors, à qui profite la loi? Les réflexions anglaises sont quand même assez édifiantes. Pour protéger les patients, il faut une loi. Bon. Pour apaiser les inquiétudes sur les manipulations sur l'embryon humain, ça c'est sûr. Pour protéger la liberté des scientifiques, ça se discute, mais ça va rassurer le public. Mais finalement, est-ce que les bénéfices de la loi sont vraiment supérieurs à ses inconvénients? Parce qu'il faut être honnête, la loi, en France en tout cas, elle est un frein à la recherche. C'est une certitude. La loi est parfois même nocive pour les patients eux-mêmes. Et j'aime beaucoup cette phrase de Claude Sureau que je vais vous laisser méditer. Les praticiens sont-ils protégés par l'existence d'une loi? Ils le croient, nous le croyons tous. Mais la vraie phrase de Claude Sureau, c'était « La loi n'est-elle que le reflet de l'absence de confiance de la société envers ses praticiens ?» Je le crois vraiment. Alors, pour terminer, l'AMP a changé le monde de la reproduction, et si vous permettez, je dirais même que l'AMP a changé le monde tout court. Bien sûr, il n'est pas question de se laisser guider par l'évolution des techniques et de tout accepter. Néanmoins, il est impossible de ne pas en tenir compte. Et le médecin de la reproduction, mais je pense comme tous les médecins, ne peut pas être réduit à un technicien qui va accepter la prise en charge demandée. Nous avons le droit, le devoir de nous interroger. Nous avons le droit et le devoir de nous interroger devant chaque couple et devant la réflexion publique, c'est sûr, et aussi de s'interroger sur la pertinence de ces lois qui ne sont pas aussi universelles que possible. J'ai laissé le possible sans S volontairement, mais ça peut se discuter. Et je pense qu'il faut réfléchir, parce que s'il y avait une loi, on peut universelle, mais impossible, alors que éthiquement, elles ne sont pas condamnables. Et je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Belaïch, pour cet excellent tour d'horizon. Donc, on va prendre 2 questions dans la salle, s'il y en a. C'est difficile. Raymond. Je crois avoir zappé un petit peu la phrase. La
une loi récente a donc interdit la réalisation d'une fécondation à 43 ans. Ah, désormais, en France, la loi du 2 août 2021 interdit qu'on fasse une ponction d'ovocytes après 43 ans. Avant, c'était possible, mais payant. Désormais, chez nous, c'est interdit et le ou la conjointe doit avoir moins de 60 ans. Si c'est 60 ans et un jour, c'est désormais interdit. Et alors, que dire d'un couple dont le mari a 70 ans et son épouse 35 ans ou 30 ans? C'est le problème. C'est le problème. Désormais, en France, c'est interdit, donc nous, on n'a plus le droit de réfléchir. Enfin, je pense qu'on a toujours le droit de réfléchir, ceci dit, mais on n'a plus le droit de les prendre en charge. Merci. Mais c'est la bonne question. Alors, ils ont une solution actuellement. Vous ne pensez pas que c'est inhumain de mettre des lois? Vous dites à une personne, 43 ans, it's forbidden for you to have baby. Alors, pour la femme, c'est pas inhumain. Honnêtement, c'est inhumain, ça. Non, parce que les chances de succès sont tellement faibles. Et par contre, le don d'ovocytes ou récupérer ces ovocytes autoconservés reste possible jusqu'à 45 ans. Donc je dirais que pour la femme, c'est pas aussi inhumain parce qu'il y a un substrat physiologique. Pour l'homme, il y a un substrat, mais cette barre du 60, elle oblige à réfléchir et à se poser des questions, bien entendu. Merci, Madame Belaïch. On vous remercie encore une fois.